on va commencer le tout parce que y a quand même du stock là. Donc si on regarde là la semaine passée, mardi, on a fait les commandes de base pour pouvoir être en mesure de se déplacer dans l'arborescence, la manipulation, la visualisation de fichiers et l'édition simple de fichiers. Il y avait le petit atelier qui était là, bon il est encore là, hein. Je pensais peut-être la semaine prochaine qu'on pourrait regarder ça, peut-être jeudi, donc j'avais mis une parenthèse, pas sûr qu'on allait faire la formation, peut-être qu'on pourrait capitaliser sur cette dernière journée pour avant le temps des fêtes, pour faire des exercices ou revoir les exercices, poser des questions sur les exercices ou les compléter s'ils n'ont pas été faits. Juste pour avoir un peu de pratique, parce que c'est ça que quand moi je montre au tableau, c'est toujours assez évident, mais quand on arrive pour faire la recherche, on cherche la commande, on se demande, c'est là je pense qu'il y a une plus-value en fait de recherche, et surtout pour pouvoir me poser des questions aussi face à l'exercice là. Donc ça on ferait ça, donc pas mardi, mais jeudi pour le dernier cours avant le temps des fêtes là. Donc pour les commandes de base, donc là on est encore vraiment dans l'utilisation du système au niveau simple si on peut dire, donc au niveau utilisateur, donc on tombe pas du tout dans l'administration. Je pense que mardi on va juste voir un peu aussi comment installer des logiciels. Bon, il y en a peut-être qui savent déjà, mais juste pour voir les commandes afin que si pendant le temps des fêtes vous décidiez de commencer à installer de manière frénétique des applications sur votre laptop, vous soyez en mesure de le voir simplement comment le faire. Bon, donc c'est parti. Donc on va commencer avec les commandes, donc l'exécution en tant qu'administrateur, donc l'équivalent du run as. La commande sudo, donc pour switch user and do. Comme on peut le voir ici, c'est l'acronyme, nous permet de rouler un exécutable, un binaire, en tant qu'administrateur. Par défaut, quand on l'exécute, hop, il va le rouler en tant que root, donc comme l'administrateur, mais ça serait possible de lui dire sudo, donc roule en tant que l'utilisateur Apache, ou roule en tant que l'utilisateur déploiement ou peu importe. Donc ça nous permettrait de simuler que je l'exécute en tant qu'un autre utilisateur. Donc si l'utilisateur dit j'arrive pas à faire ça, ben tu peux l'exécuter la commande et visualiser comment ça marche aussi. Mais je te dirais que 95% du temps on va vraiment vouloir l'exécuter en tant que root. Donc ça nous permet d'être avec notre utilisateur régulier qui a des droits simples et d'exécuter uniquement sur demande des commandes d'administration. Donc pour le côté sécurité, c'est aussi mieux. Et si on regarde par exemple donc dans la fenêtre que j'ai là, l'exemple, donc j'ai Alex qui roule la commande sudo. En fait, -L, ça va nous permettre de lister les commandes qui sont disponibles. Et en fait, pour vérifier, par exemple, si quelqu'un par exemple, laisse son ordinateur là et quitte sans avoir locké son poste, au grand malheur sur lui, personne ne fait jamais ça, bien entendu. Et en fait, si je voulais rouler une commande en tant que cette personne-là, donc subtiliser son identité, je ferai sudo, donc le run as, mais hop, il va me bloquer, il va me demander mon mot de passe pour valider son identité. Ceci est pour une période de temps, donc quand je fais le sudo, pendant, ça dépend des distributions, pendant 5, 10 ou 15 minutes, il ne va pas me redemander, là. Donc ça évite de tout le temps avoir à retaper son mot de passe, mais si ça fait longtemps, je ne vais pas taper, au moins, il y a une validation qui va se faire. Oui, c'est paramétrisable à l'intérieur du fichier de configuration là. Je ne m'attarderai pas sur le fichier, je voulais surtout montrer que le sudo était là encore dans une perspective utilisateur. Quand on fera l'administration, on verra comment attribuer ses droits et comment faire justement cette paramétrisation. C'était vraiment l'optique utilisateur dans la situation présente. Donc si donc pendant le temps des fêtes vous vous dites il faut absolument que j'installe tel logiciel et qu'il faut faire une configuration en tant qu'administrateur. Bon là j'ai donné l'exemple avec le sudo, l'utilisation de l'éditeur qu'on avait vu
plus tôt dans le cours, donc nano dans le cas présent, on verra VI plus tard, et on fait le fichier de configuration que je veux utiliser. Il est possible aussi de switcher complètement en tant que root, donc au lieu de rouler juste une commande, de passer tout son environnement en tant qu'utilisateur. Vous voyez que j'ai pris beaucoup moins de temps pour le spécifier, et comme je dis, personnellement, je trouve que c'est mal, mais parfois c'est un mal nécessaire parce que certaines applications l'obligent d'être complètement en route. Le problématique, c'est qu'on perd toute traçabilité. En fait, quand on utilise sudo, chaque commande elle est loguée dans le système. Donc là, si on passe tout en route, c'est comme si on se loguait en tant que root directement. Donc, il pourrait avoir des problèmes, puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on évite de le faire. Donc, bon, là, ce que je vais couvrir, c'est trouver en fait les fichiers. Parce que si vous désirez installer un logiciel, vous allez sur le forum, vous voyez, ah, le gars, il va vous dire, c'est simple pour faire la configuration du partage de fichiers, il faut juste changer le smb.conf, puis voilà, il faut juste rentrer tel paramètre dedans. Ok, cool. Il est où le smb.conf? Parce que le gars, il a tellement l'habitude de travailler avec que, bon, ben, pour lui, c'est évident, puis il n'y a pas besoin de préciser c'est quoi le chemin au complet. Ou vous allez souvent vous retrouver des situations comme ça. Donc, en fait, ce que je voulais couvrir, c'est cette localisation. Donc, trouver il est où le fichier. Et on va voir deux commandes pour faire l'exercice, find et locate, pour pouvoir voir comment trouver l'information. Donc, le plus simple, on va commencer par find. Peut-être agrandir un petit peu. Ok. Find va me permettre de faire une recherche. Donc, par exemple, dans l'exemple qui est ici, find, à partir de où je vais faire la recherche, donc /etc, et après je vais mettre un paramètre, comme dans le cas présent, smb.conf, donc je dis -name smb.conf. Et là, ce qu'il va chercher, donc, le fichier exact. Hein, si c'est smb.conf 2 par exemple, là il ne le trouvera pas. Hein, c'est vraiment strict au niveau de la recherche. Si je veux, par exemple, je l'ai l'exemple ici, si je veux faire une recherche smb étoile.conf, là il va me donner toutes les infos. Donc il va falloir que j'utilise un wildcard pour pouvoir visualiser si c'est pas exactement le même. Bien entendu, je pourrais mettre étoile Toto étoile. Donc il va falloir que je précise ces étoiles de chaque côté pour me dire qu'il y a le wildcard. Par défaut, il ne le fait pas, il va chercher exactement ce qu'on lui a donné. Ok. Bien sûr, si je voulais avoir tous les fichiers, je pourrais faire étoile. Hop. Ou même pas d'argument, mais bon. Donc là, il va tout me donner. Ok. Question? Ok. Ouais. Parce que grep va te permettre de faire une recherche dans un fichier, et là ce qu'on recherche c'est le nom du fichier. C'est pas la même ouais, c'est ça, c'est pas la même désir à ce moment-là. Okay. Donc le deuxième exemple c'est la même chose que le premier, sauf que je cherche à partir de la racine. Sous GNU Linux, on n'est pas obligé de définir le répertoire de recherche. Je pourrais dire juste find name smb.conf et par défaut, il va chercher à partir de où on est. Mais ça ne marche pas dans tous les systèmes Unix. Sur Solaris, il ne va pas vouloir. Donc là, j'ai fait une recherche, le résultat d'une recherche réelle. Ici, comme on voit, vu que j'ai utilisé find avec mon utilisateur régulier, bah, j'ai quelques permissions denied, mais il me donne quand même le nom du fichier parce que j'ai pas les droits, en fait, je suis pas en tant que root, pour pouvoir faire les recherches dans l'ensemble des répertoires. Ok. Là, on a fait une recherche avec un nom, mais il y a plusieurs options qui est possible. Donc rechercher par type de fichier. Donc le type, je pourrais chercher pour un répertoire ou autre type de fichier. Je peux rechercher avec user group, donc qui est le user qui est propriétaire du fichier, quel est le groupe, la taille, les temps de modification ou même les permissions d'un fichier. Donc pour rechercher vraiment tous les permissions, tous les fichiers dont les permissions où tout le monde a le droit d'écrire dedans.
Ça va? Yeah! Continuons. Locate ou update DB qui va nous permettre aussi de faire une recherche. Donc c'est aussi le même objectif. L'objectif c'est de trouver un fichier. En fait, GNU Linux, la majorité des distributions l'offrent par défaut. Pas toutes, mais la majorité. En fait, à toutes les nuits, le système, lui, il fait lui-même un find de tout le file system et il trouve tous les fichiers. Et il les met dans une base de données. Okay? Donc, ça va me permettre après, en utilisant la commande locate, de rechercher un fichier. Et lui, il va regarder dans sa base de données. Donc, au lieu de lire, de parcourir le disque dur, qui est comme demandant en I/O, qui me prend du temps, ben lui, il va regarder dans sa petite BD, hop, qui est optimisée, et hop, il va me trouver le fichier et il va me le fournir directement. Donc, c'est beaucoup plus performant en termes de rapidité. Le problème, c'est que ma base de données, elle est outdated. Parce que si je viens de créer le fichier, après que le système d'update de DB y est passé, ben il sera pas là, il sera pas répertorié. Donc c'est pas en temps réel. Bien sûr, je peux lancer l'update manuellement de ça, mais à ce moment-là, il y a moins d'avantages là. Ok. On verra. Je peux faire la démonstration. Si on regarde, si je fais un find USR, dans USR, un nom, par exemple Linux, je vais mettre des étoiles un petit peu partout. Donc, je roule, bon, là ça travaille, c'est quand même assez long, il y a des moments où c'est plus long, surtout quand je tombe dans le header. Par contre, si je fais un locate de Linux, hop, bon, là j'en ai beaucoup plus parce qu'en plus j'ai tout le download du Android. Bon, en fait c'est le listing qui est plus long que... Ouais. Si je fais l'exercice avec Linux.h, là il cherche, puis là on voit pas, mais il y a la petite lumière de mon disque dur qui est allumée. Par contre, si je fais un locate de Linux.h, paf, tout de suite il me l'a fourni. C'est dans l'exercice qu'on aura. C'est la réponse de l'exercice. Hop. C'est comme ça que j'ai trouvé un exemple là, qui n'est pas toujours évident. Ça va? C'est ça, un point gratuit. Bien entendu, cette update de DB est roulée en tant que route. Donc, on peut voir l'ensemble des fichiers. Si on a besoin, je peux faire un sudo update DB pour forcer. Bien sûr, il faut, comme je disais, rentrer mon mot de passe. Et là, en fait, il est en train de parcourir le disque dur pour mettre à jour cette BD pour le locate. C'est un très bon point. Effectivement, originalement, avec le locate, j'arrivais à voir les fichiers qui ne m'appartenaient pas et pour pouvoir voir ce qui était sur le système. Ils ont corrigé le problème. C'était une super faille de sécurité. Mais là, tu vois, si je fais dans root, tu vois, j'ai cherché donc locate root. Si je remonte, j'ai aucun fichier du /root. Il fait attention avec la question du permission là. Oui, mais avant c'était bien, on arrivait à browser l'intégralité du file system, même si où j'avais pas le droit d'aller. C'était un très bon point. Méchante. Je sais pas c'est quoi le page file 6. Ouais, c'est ça. C'est le cache de l'indexing où il va mettre l'ensemble des fichiers qui sont sur le système pour pouvoir faire une recherche plus rapide. Donc, ça va être ça l'update DB. Ok.
Donc maintenant on va voir l'archivage et l'extraction de données. On fait le tar avec le GZ et BZ2. La majorité des fichiers qui sont fournis sous le GNU Linux sont fournis en tar GZ ou en tar BZ2. En fait, c'est le système de compression. C'est un peu l'équivalent du zip, mais une petite particularité. En fait, quand on voit le fichier, donc on voit il y a deux extensions, le tar puis le gz ou le tar.bz2. Donc c'est les deux formats. Donc on va voir. Hop, attends. Ajuster. File. Point. File. Point. En fait, pourquoi il y a deux parties? C'est que la partie du tar, lui, c'est pas compressé. Un fichier tar, en fait, ce qu'il fait, on le voit dans l'image qui est ici. Lui, il s'assure, il fait une concaténation des fichiers pour que ça rentre, au lieu d'avoir plusieurs fichiers dans des répertoires, etc. Lui, il s'assure de les mettre en un fichier, un bloc, qui va être plus facile à transférer, à copier, etc. Mais, donc, si l'ensemble de mes points qui sont ici fait, par exemple, 5 gigs, ben, le fichier ici sera 5 gigs. Il n'y a aucune compression qui est réalisée à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la partie tar. Donc, évidemment, si j'ai plusieurs fichiers, tout dépendant c'est quoi, bon, si c'est du MP3, est-ce que ça vaut la peine de le compresser? Non, parce que c'est déjà compressé, mais bon, selon le cas, quand j'ai des fichiers texte ou autres. Donc, on a la partie GZ qui, lui, va me faire la compression. Ici, j'ai la compression par la suite. Compresse, hop, ici. Ici, j'ai ma compression. Donc, lui fait la compression, non pas sur l'ensemble des petits fichiers, mais sur la concaténation, donc le rassemblement en un fichier de mon tar. C'est pour ça que c'est en deux parties. Aujourd'hui, les applications GNU nous permettent en une commande de faire l'archivage, donc le tar et la compression. Mais aussi, on pourrait le faire en deux commandes. D'abord, je décompresse et après, je désarchive. Ou inversement, j'archive et après, je compresse. Ça va? GZ et BZ2, c'est grosso modo la même chose. Hein, c'est juste l'algorithme qui change de l'un à l'autre. BZ2 est plus performant. Si mes souvenirs, puis là, je le sens un peu de mon chapeau parce que j'ai un doute, mais originalement, c'était... mes souvenirs 33%, mais là je ne mettrai pas ça comme du cash, là. Je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus. Là. Mais la compression est meilleure, mais ça prend plus de CPU évidemment, là, pour faire le traitement. Ok. Ouais, effectivement. Ouais, GZ est plus populaire et BZ2 un peu moins. C'est pour le micro. Donc là j'ai mis les extensions et l'équivalent MS-DOS à cause apparemment là j'ai pompé ça là. Sur Wikipédia évidemment parce que sinon ça serait pas libre, mais donc juste pour l'équivalent sur le format DOS. Donc ici j'ai mis les commandes. J'ai mis la commande, ici on voit, donc ça c'est la commande du tar, donc c'est juste sans la compression. Donc C pour create, V, verbose, c'est optionnel, pour lister, et le F pour lui dire, mets ça dans le fichier qui est là. Donc il fait la création du fichier tar avec une liste de répertoire ou du fichier que je lui donnerai, donc il va faire la concaténation à l'intérieur de ce fichier. Ok? Pour lister ce qu'il y a dans un tar, TVF, donc T pour tu vois ce qu'il y a dedans, et le F pour le fichier, je sais pas c'est quoi pour T là, pour listing sûrement là, ou je sais pas. Et là il va me lister à l'écran le contenu du fichier.
et X pour extract, V encore verbose parce que j'aime bien voir la liste des fichiers qui passent, et F pour le fichier pour dire c'est ce fichier là. Sinon il s'attend à voir à partir du standard input où là il va l'afficher à l'écran, là il s'attend à la voir en entrée. Et ici je pourrais, ah ouais c'est vrai, si j'ai un gros fichier tar et que je veux juste récupérer un fichier dedans, je veux pas extraire l'ensemble du tar. Bon, tout dépendant de la grosseur du tar, ça peut être intéressant. Donc si j'ai un tar qui fait pas 20 gigs, mais je veux juste un fichier de 5 megs dedans, ben, je pourrais au lieu dire tu extrais de cette archive là et lui fournir la liste des fichiers que je désire avoir. Donc là il va faire juste hop. Par contre, c'est possible, si le fichier il est à la fin, ça risque d'être long quand même. Il va pas d'extraire les 20 gigs, mais quand même, il va falloir qu'il parcourt et qu'il cherche le fichier à l'intérieur. Il va passer à travers le fichier des 20 gigs quand même. Ben, par contre, s'il le trouve au début, c'est bon. Mais il va quand même faire le parcours. Mais il va pas te prendre le 20 gigs sur le disque dur. Donc, tout dépendant dans quelle situation tu es, ça peut être intéressant. Donc là, on a vu, ça c'était le tar sans la compression. Avec la compression, ben, on rajoute l'option Z à chacune des étapes. Donc, création ZCVF, lister ZTVF et extraction ZXVF. C'est simple. Pour BZ2, ben, au lieu de Z, c'est J. Ouais, c'est ça, exactement. J comme dans BZ2. Normal. On verra les man pages après. Pour trouver l'option qui est conforme. Ici, je fais la démonstration donc, de l'utilisation de gzip et de BZ2, mais à l'extérieur d'un tar, parce que je pourrais avoir des gros fichiers que je voudrais juste compresser. Voilà, je donne l'exemple avec des fichiers texte, parce que ça a l'avantage de très bien se compresser. Donc ici, gzip, le fichier texte. Le résultat, c'est que le fichier texte va disparaître et il va rajouter l'extension .gz après. Donc à la fin, si je compresse le fichier .text, j'ai pas deux fichiers, mais j'ai juste le fichier compressé qui reste. Il y a une option pour lui dire laisse le fichier original aussi, là, mais par défaut, c'est pas ça qu'il fait. Okay. Pour la décompression, j'ai unzip ou gunzip du fichier. Là encore une fois, j'aurais plus le fichier gz, mais j'aurais juste le fichier texte. Ça va? Même chose, bon, bzip, compression, bunzip pour décompression. Ok. Ah. Là, petite commande qui peut être intéressante. C'est juste pour rajouter un petit peu de matériel aussi. Pour visualiser un fichier texte, ben, ça marche pour un fichier texte, mais si tu aurais une image qui serait compressée ou un tar, ben, ça ne te sert pas à grand chose, mais bon, peu importe. On peut utiliser la commande BZ4 ou Z4 qui permet de afficher le contenu d'un fichier texte directement à l'écran, sans être obligé de le décompresser. Donc lui, c'est comme la commande 4 qu'on avait vu mardi, mais lui, il gère la compression à ce moment-là. Donc ici, j'ai donné juste un petit exemple où là je rajoute le pipe grep et le mot que je recherche qui peut être pertinent selon le cas. On verra l'utilisation du pipe grep sûrement au retour des congés, mais je doute avoir le temps de le faire avant. Et la commande pour changer son mot de passe, PSSWD, il demande le... Ah, il n'a pas demandé l'ancien, tiens. Ouais, c'est peu je suis étonné qu'il... Ouais, c'est ce que je pense. Ah, là, effectivement, il me demande bien le mot de passe courant et le nouveau mot de passe. Je présume que... Ouais, je sais, il n'a pas changé, parce que je veux pas le changer, en fait. C'était une feinte. Non, c'est justement ça que j'essaye de faire, là. J'ai dit, hop, hop, là, il me dit password and change, puis là, il continue à me le demander. Parce que je veux pas le changer, sinon j'ai oublié de me connecter dessus.
Bien sûr, il est possible d'utiliser, si je suis en route, de faire password et le nom d'usager, ou de faire sudo password et le nom d'usager pour pouvoir faire le changement. Ah ouais, aussi. Ah ouais, les options, j'oublie tout le temps. Il est possible de verrouiller un compte en rajoutant l'option "-L pour lock. Là, c'est significatif. "-U pour unlock. Et aussi de définir des périodes de temps pour les expirations de mots de passe. Bien entendu, dans le cadre corporatif dans lequel on est, ça s'applique pas, là, parce qu'on utilise des comptes AD, mais bon, ça pourrait être intéressant si vous voulez locker quelqu'un sur votre serveur à la maison. Peut-être juste une petite note, le "-L lock ne désactive pas complètement le compte, c'est juste qu'un utilisateur ne peut pas s'authentifier. C'est ça, il peut pas se loguer, le lock peut pas se loguer sur la machine. Mais le compte existe encore. Mais le compte est toujours présent. Donc c'est pas l'équivalent d'un disable account, soit juste pour pallier À ma connaissance, non. Non, on peut le locker, mais il n'y a pas de désactivation présente. Il faut regarder le manuel pour être sûr, mais à ma connaissance, à moins que je me trompe, je pense pas. Donc si on continue au niveau du man page, en fait ce que je voulais surtout c'est que là je présente des options. Après moi je suis sûr que je regardais le man page pour voir qu'est-ce qui était intéressant. C'est fort probable que j'en ai oublié. Est-ce qu'il y en a aussi qui serait intéressant pour vous que moi j'ai jugé non pertinent, c'est possible. Donc vous avez l'utilisation de la commande man qui vous permet de voir le manuel d'une commande. Le man page est divisé en plusieurs sections, ici donc 1, 2, 3 jusqu'à 9, où on voit les premiers, c'est les commandes utilisées, donc les binaires appelés. 5 par exemple, les formats de fichiers. Donc si on prend par exemple la commande password, PASSWD qu'on avait vu un peu plus tôt, ben, j'ai le password dans le manuel 1. Donc ça c'est la commande password que j'utilise pour faire un reset de password, pour changer mon password. Et j'ai aussi password dans le manuel 5. En fait c'est le fichier etc password qu'on avait, bon on n'a pas vraiment vu mais on l'avait utilisé pour copier. Donc j'ai etc password et la commande bin password j'imagine. Ah, USR. Désolé. Password. Donc si on regarde, man password, le premier qui me donne c'est le manuel dans la page 1, on le voit en haut à gauche, donc entre parenthèses j'ai le numéro. Je vais agrandir un peu, c'est un peu petit. Ouais. Donc là j'ai le descriptif de la commande, donc le nom, le synopsis, donc comment écrire la commande. Donc on voyait, je peux mettre des options comme le "-L et le nom de l'utilisateur, ou pas d'option, donc là c'est en crochet, donc c'est optionnel de pouvoir le mettre. La description de qu'est-ce qu'a fait cette belle commande. Les options, donc ici les premiers, là ce qu'on voit là, les premières parties, c'est standard. Toutes les commandes, on va retrouver les mêmes tags, les mêmes sections, les mêmes chapitres. Donc là j'ai l'ensemble des options avec des belles petites descriptions pour m'aider à me guider là-dedans. Voilà, donc on voit qu'il y en a beaucoup plus que le "-L que j'ai donné, puis le minimum. Et ici je vois, cette commande 1 va faire des manipulations sur les fichiers de configuration qui sont là. Bon, c'est pas toujours... Le man page est toujours bien pour ce qui est la description et les options. Au niveau des fichiers, parfois ils en oublient selon la maturité du logiciel. Password en son temps, il est assez, avec le temps, là, il est assez mature. Et vous avez en bas, qui peut être intéressant, le "See Also", qui nous permet de voir d'autres commandes
c'est pas also. En tout cas, comme vous voulez. Vous avez compris? Est-ce que... Ouais, c'est ça. Le cours d'anglais, c'est l'autre porte là-bas. Qui vous permet de voir les autres manuels qui sont disponibles. Et on voit ici, j'ai aussi le PSSWD, mais cette fois-ci avec le, entre parenthèses, 5, parce que c'est le manuel 5. Qui est, si on revoit, c'est pour ça que j'en ai juste nommé ces deux-là, qui est, hop, le format du fichier et les conventions. Mais comment voir le 5? En fait, on met, hop, 5 ici. Et c'est magnifique. Là, on se retrouve, password 5, le fichier de password et la description, bien évidemment, est appropriée pour le bon manuel. Yeah! C'est magnifique. Et là, encore des si also. Yeah. Yes. C'est sûr que le problème souvent c'est si tu connais ta commande, Man va te dire comment l'utiliser. Si tu te rappelles pas de la commande, c'est moins évident. Effectivement, si on ne connaît pas la commande, c'est plus difficile. Effectivement, Man nous permet de chercher dans les manuels. Non, man, -k, password. Je veux faire une recherche sur le mot de passe. Ouais, gros. Keyword ou search. C'est en Klingon, c'est pour ça. Et là, à ce moment-là, j'ai la liste avec les numéros des man pages. Donc, selon le cas, je voudrais peut-être juste chercher ceux qui sont en 1, si c'est la commande que je recherche. Et à ce moment-là, on va trouver à l'intérieur la commande que je recherche. Encore là, c'est pas toujours évident non plus à trouver, là. Mais si on a oublié, qu'on cherche le keyword, ça peut redonner une piste. Puis là, on va dire, ah oui, c'est vrai, c'était ça. Mais ouais, c'est ça. Après, Google est notre ami. C'est sûr que ça va être... En fait, on va beaucoup plus souvent chercher dans Google avant de chercher avec le -k. Mais si on est pris sur une machine dans un garde-robe, puis que là, on n'a pas notre téléphone intelligent, ou qu'on est pris où il n'y a pas Internet, ben voilà, c'est ça. Ça peut dépanner. L'avantage du man sur la machine, c'est que les options sont pour la machine. Donc, c'est pour notre système d'exploitation. Ils sont face à la version qu'on a. Parce que parfois, si vous cherchez sur Google, vous dites, ah ouais, il y a l'option moins P, là. Puis là, vous la tapez, puis elle dit, ah, option invalide. Ah, ok, ouais, mais là, je l'ai trouvé sur Google, là, il y a le -P, il est supposé marcher, là, ouais, mais c'est pas la bonne version. Donc, au moins, avec le manuel, ça va vous permettre de faire un cross-check avec ce que vous avez réellement sur le système. Okay. Donc, ici, bon, cette partie-là, c'est la description, donc les différents chapitres, les différentes sections, là, avec la petite description qui est appropriée. Donc là, comme on disait, trouver à l'intérieur du man page avec l'option -k. Sinon les sites, ouais, là je suis tombé un peu à la galère en fait, j'ai essayé de trouver des sites web où je cherchais des Madoc, mais je me suis rendu compte que à froid comme ça je trouvais pas. Donc j'en ai quand même listé quelques-uns et je vais essayer de compléter le truc pour qu'il y en ait un peu plus là, mais il y en a pas des masses là. C'est sûr que je vais souvent chercher sous Google pour commencer, mais après je sais qu'il y en a des sites de référence que j'utilise plus que d'autres, mais ça me venait pas à l'esprit comme ça sur le coup là. Ça va? Yeah! Et là il y a l'atelier, si ça vous motive. Pour faire un petit peu de pratique dans tout ça. Grosso modo, c'est le même concept que la dernière fois. Là. Ah ouais, ici, vous remarquez, il y a des fichiers. Par exemple, télécharger le fichier EXO2. Il faut cliquer sur le fichier, il est là. Hein. Je vous ai déjà préparé pour des tares, un petit peu de recherche dans le manuel pour le man page. En gros, c'est ça. Ça motive. Des questions? Hein?